Bonjour ou bonsoir et bienvenue à cette première émission de Entre deux vues, une émission où on parle de cinéma. Dernièrement, je me suis mis à utiliser le nouvel outil informatique mieux connu sous le nom de ChatGPT pour mieux comprendre de quoi il s'agissait. De ce que j'ai pu expérimenter, l'engin m'a impressionné par son efficacité supérieure en tant que moteur de recherche Google quand on veut trouver des informations très spécifiques qui demandent souvent beaucoup de temps. ChatGPT le fait en quelques secondes à partir de phrases complètes et même quand on fait des fautes. C'est excellent si on veut pouvoir faire un travail de recherche en ayant accès à presque l'entièreté du savoir humain digitalisé. Bien entendu, il faut toujours contre-vérifier car la machine n'a que pour connaissance celle qu'on lui a donnée. Mais son principe de réflexion s'apparente beaucoup aux notions holistiques de la pensée qui sont selon moi idéales, voire nécessaires à la continuité de l'être humain de demain, faisant référence à l'holisme épistémologique de Willard Van Orman Quine. Bien évidemment, ChatGPT peut aussi servir de générateur d'images génériques en leur appliquant des styles ainsi que des filtres, et ça lui demande beaucoup d'efforts pour rien au final pour terminer avec un support visuel qu'on aura à retravailler. Ça peut tout de même aider quand le dessin n'est pas notre forté et qu'on aimerait donner un peu de vibrance à un PowerPoint Ubisoft, mais je vois mal exposer ça comme de l'art puisque la technique ne vient pas de lui et l'idée ainsi que l'envie non plus. De toute façon, ChatGPT, il aime pas ça être utilisé pour substituer aux artistes. Puis comment je le sais? Ben il me l'a dit. Vous lui demanderez vous aussi. Au final, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de pouvoir voir si je peux avoir une discussion culturelle avec lui au sujet d'un film X ou Y. Puis vu que j'ai commencé mon travail dans le mois d'avril, ben je me suis dit que j'allais utiliser un film du mois d'avril, mais d'une année au hasard comme ça. Fait que j'ai choisi 1987 avec The Secret of My Success avec Michael J. Fox. Puis là, on va voir qu'est-ce que ChatGPT y a à en dire. Salut Multivac! J'aimerais m'entretenir au sujet d'un film paru en avril 1987, intitulé The Secret of My Success. The Secret of My Success est une comédie américaine réalisée par Herbert Ross et sortie en avril 1987. Elle met en vedette Michael J. Fox dans le rôle de Brentley Foster, un jeune homme ambitieux qui tente de réussir dans le monde impitoyable des affaires à New York. Quels aspects du film souhaitez-vous explorer? L'intrigue, les thématiques, la mise en scène, ou un autre point particulier? J'ai trouvé que le film, malgré son esthétique extrêmement imprégnée dans les années 80, avait un charme indéniable et des rebondissements satisfaisants. La cinématographie était très belle par moments avec des scènes comme lorsque Michael J. Fox déambule parmi les autres gens en veston-cravate à l'extérieur et que l'on a des plans d'ensemble intégrant une architecture grise et cartésienne. L'attente du protagoniste est particulièrement drôle à mon avis, surtout à travers son caractère à la fois nonchalant et explosif. Michael J. Fox est très acrobatique dans son rôle et essaie d'amener de la vie et de l'énergie dans des scènes qui autrement paraîtraient trop monotones ou inintéressantes. Il est à mon sens un peu étrange, la façon dont on amène l'oncle du protagoniste comme à la fois le bienfaiteur et le vilain de l'histoire. Alors qu'au début il semble avoir une profondeur sensible, il est détourné tranquillement mais sûrement par l'auteur dans un rôle plus narcissique et intransigeant. Peut-être que cela signifie que les enjeux familiaux lui importent, mais qu'au final, il reste quelqu'un de foncièrement égocentrique, malgré sa part de lumière. Pour ma part, avec ma vision contemporaine du cinéma, il m'a été quelque peu ardu de suivre chaque seconde de l'histoire sans être interrompu de temps à autre par un cliché de l'époque, accentuant malgré tout l'humour déjà présent sans que cela ne tombe dans le ridicule ou l'absurde. Le couple formé par le protagoniste et l'élu de son cœur semble réellement s'aimer lorsque l'occasion se présente. Christy reste une femme forte et douée dans ce qu'elle fait sans nécessairement vouloir en faire un personnage plus grand que nature comme le fait selon moi le cinéma moderne avec les personnages féminins. Je crois avoir bien apprécié mon expérience et pourrais aisément lui donner la note de 8 sur 10. Qu'en penses-tu? ChatGPT a dit. Votre analyse est pertinente, notamment sur l'évolution de l'oncle et la représentation des personnages féminins. The Secret of My Success est une comédie typique des années 80, avec une mise en scène efficace et un rythme énergique porté par Michael J. Fox. Son interprétation dynamique donne au film un ton léger et engageant, malgré un scénario parfois prévisible. La critique du monde des affaires et la satire du capitalisme restent accessibles, bien que traitées de manière exagérée et caricaturale. L'esthétique du film, avec ses choix de couleurs vives et ses cadres architecturaux rigides, renforce l'idée d'un monde professionnel structuré et impersonnel. Les personnages secondaires, notamment la tante du protagoniste, apporte une touche de folie qui équilibre le côté plus sérieux du film. Cependant, l'évolution de l'oncle en antagoniste semble en effet un peu abrupte, ce qui peut réduire la complexité du personnage.
Globalement, c'est un film divertissant qui reflète bien son époque, sans révolutionner le genre. Son humour, basé sur des situations absurdes et des quiproquos, fonctionne encore aujourd'hui, mais certains clichés typiques des comédies des années 80 peuvent paraître datés. Je suis bien d'accord avec toi. Et merci de mentionner les notions de critique du monde capitaliste et de la performance. Je les avais oubliées et ce sont de très importantes notions qui soutiennent avec brio le grotesque du film. Que penses-tu de l'actrice principale du film et de sa performance dans le film? Roger. Souhaitez-vous maintenant répondre à la question sur la manière dont le film aurait pu être raconté différemment pour mieux conserver la complexité de ses personnages? ChatGPT a dit. Helen Slater, qui interprète Christy Wills dans The Secret of My Success, offre une performance qui se distingue par sa simplicité et sa force. Son personnage est à la fois une femme ambitieuse et professionnelle, mais aussi une personne qui ne tombe pas dans les clichés de l'archétype féminin souvent surreprésenté dans les comédies des années 80. Elle incarne bien cette figure féminine forte, mais sans forcer son caractère à devenir trop exagéré, ce qui lui permet de rester ancrée dans une certaine réalité. Sa prestation est équilibrée, offrant une touche de gravité tout en étant capable de jouer des scènes humoristiques avec Michael J. Fox. Elle réussit à garder sa crédibilité dans un univers assez farfelu tout en apportant une certaine fraîcheur au film. En effet, contrairement à d'autres personnages féminins de cette époque qui peuvent parfois se réduire à des rôles de soutien ou d'objets de désir, le sien est un peu plus nuancé et actif dans la narration. Cela dit, sa performance ne cherche pas à voler la vedette à Fox, mais elle joue plutôt un rôle complémentaire à son personnage, ce qui est important pour l'équilibre de l'intrigue. Elle permet aussi de donner au film un léger ancrage émotionnel sans tomber dans les excès du sentimentalisme. Globalement, sa performance est réussie, même si elle ne reçoit pas toujours l'attention qu'elle mérite par rapport à l'aspect plus iconique du film, notamment grâce à Fox. Qu'en pensez-vous ? Je trouve ton intervention pertinente et en concomitance avec ma perspective. Elle est bien sûr l'objet du désir de Brantley, mais cela s'explique surtout par les notions plus rudimentaires de cette époque, concernant les relations interpersonnelles et spécialement la place de l'homme et de la femme dans un couple. Le moule traditionnel du couple ayant éclaté depuis les années 50 amène son lot d'incertitudes quant à la manière de se courtiser, de se désirer, sans tomber dans une représentation plus stéréotypique ou au contraire dans un extrême opposé, risquant de renier complètement l'importance de l'un et l'autre. Ceci dit, la performance qu'offre Hélène, ainsi que la place de son rôle ne constituent pas un objet de désir sexuel. Même la scène où elle boit de l'eau en gros plan à la fontaine, et même avec un très gros plan sur ses lèvres qui pourrait facilement tomber dans le surérotisme, ça reste érotiquement suave, rappelant plutôt la douceur salvatrice d'une muse ou d'un ange. Elle incarne ainsi, à mon avis, l'envie de Brantley à se dépasser et devenir un homme digne d'apposer ses lèvres sur les siennes. Je rajouterai aussi que l'opposé se constate dans le film avec le mariage de son oncle et de sa tante complètement submergés dans le stéréotype des relations de l'époque, avec tous les mécontentements qui viennent avec. Elle essaie de se satisfaire de Brantley et de lui proposer une meilleure vie, mais il refuse, préférant suivre sa propre voie. Cette information renforce à mon sens l'image de Christy comme étant une salvatrice et non objectifiée, Brantley préférant ainsi une relation profonde avec quelqu'un qui demande du temps et comporte des risques, plutôt qu'une basée sur les rapports physiques et le succès. Cela explique aussi le changement radical de la tante à la fin, qui s'entiche même du collègue de Brantley au courrier. Cette relation Brantley et Christy résonne aussi avec des histoires comme Aladdin, où le protagoniste croit qu'il faut impressionner les princesses et non les charmer par notre personnalité. Pour l'aspect quasi divin de Christy, il pourrait aussi être intéressant de souligner que son nom rappelle celui de Jésus le Christ, en y ajoutant un Y. Votre réflexion est profonde et met en lumière une dynamique intéressante entre les personnages. Vous avez raison de souligner que, bien que Christy soit effectivement l'objet du désir du protagoniste, son rôle dans le film va bien au-delà d'une simple figure de désir sexuel. Dans un contexte où les normes des relations hommes-femmes évoluent encore, comme vous l'avez mentionné, le film navigue entre un désir de représentation plus égalitaire tout en restant ancré dans son époque. La scène que vous mentionnez, celle de la fontaine, est un excellent exemple de la façon dont l'érotisme peut être suggéré subtilement sans tomber dans le stéréotype. C'est une scène où le film évite la vulgarité et privilégie la douceur et l'admiration. La sensualité qui s'en dégage est plus liée à l'idée d'un idéal à atteindre, une sorte de muse comme vous le mentionnez,
qui incarne l'aspiration du protagoniste à une transformation personnelle, à la fois morale et professionnelle. Elle n'est pas simplement un objet de désir, mais plutôt une figure symbolique de ce vers quoi il souhaite tendre. Cette nuance dans le traitement du personnage féminin apporte une richesse supplémentaire au film, en évitant de réduire Christie à une simple conquête amoureuse. Elle joue un rôle essentiel dans le développement du personnage de Brentley, non seulement en tant que partenaire romantique, mais aussi en tant qu'élément déclencheur de son propre cheminement intérieur. Votre analyse enrichit effectivement la compréhension du film, soulignant l'importance de la dynamique homme-femme dans le contexte de l'époque tout en évitant les pièges de la simplification des relations. Souhaitez-vous approfondir cette réflexion sur la relation entre les personnages ou explorer un autre aspect du film? La musique est une des choses qui m'a le plus marqué par son empreinte au niveau temporel qui encapsule les années 80. C'est une des choses qui rajoute un peu d'humour involontaire, mais qui n'endommage nullement le film. Point pertinent. La musique d'époque peut renforcer l'immersion ou, au contraire, donner un effet trop marqué et daté. Dans le cas de The Secret of My Success, pensez-vous que cet aspect sonore sert plutôt à ancrer le film dans son époque ou qu'il aurait pu bénéficier d'une bande-son plus intemporelle? Je crois principalement que l'entièreté de la bande sonore aurait pu se permettre un ou deux morceaux plus classiques ou intemporels pour minimiser l'aspect trop 80. Bien sûr, c'est tout de même le propre de cette décennie de faire comme s'il n'y avait que les années 80. Un petit peu à la manière que les jeunes générations font de nos jours. Souhaitez-vous approfondir l'impact de la bande sonore sur la perception du film ou explorer un autre aspect? Passons plutôt à la carrière de Michael J. Fox. C'est le genre de performance qui, selon moi, prouve qu'il est dommage que l'acteur ait dû arrêter de performer pour cause de maladie. Il aurait facilement pu continuer d'apporter une énergie et un charme aux œuvres cinématographiques encore aujourd'hui. D'abord, que penses-tu de sa carrière multivac? Michael J. Fox a eu une carrière remarquable, marquée par son énergie et son charisme naturel. Il a su équilibrer comédie et drame avec brio, notamment dans Retour vers le futur, où son timing comique et sa capacité à transmettre l'émotion ont défini une génération de spectateurs. Son talent ne se limitait pas au cinéma, il a également brillé à la télévision, notamment avec Spin City, prouvant sa polyvalence. Il n'a pourtant jamais joué dans des productions de haut niveau suite à sa maladie, non? Effectivement, après le diagnostic de sa maladie de Parkinson en 1991, Michael J. Fox a progressivement réduit sa présence dans de grandes productions cinématographiques. Il a cependant continué à travailler dans des rôles plus petits ou des apparitions spéciales, notamment dans des séries télévisées comme The Good Wife et Curb Your Enthusiasm. Il a aussi prêté sa voix à des films d'animation comme Stuart Little. Son retrait des grands films hollywoodiens peut s'expliquer par les contraintes physiques imposées par sa maladie, mais aussi par sa volonté de se consacrer à sa fondation pour la recherche sur Parkinson, qui est aujourd'hui l'une des plus influentes dans le domaine. Pensez-vous que son absence a laissé un vide dans le cinéma de comédie et d'aventure des années 90 et 2000? Oui, je crois effectivement qu'il est dommage que le public fût privé d'un aussi talentueux acteur malgré tout. L'importance de son implication dans la recherche contre le Parkinson est effectivement indéniable. Il est possible qu'il contribue à un bien qu'autrement sa carrière ne lui aurait pas ouvert comme possibilité. Ne crois-tu pas qu'il soit dommage que le cinéma moderne semble s'éloigner des approches relationnelles plus simplistes et authentiques? Le cinéma de nos jours, il me semble, offre des personnages dont les relations sont chaotiques et insatisfaisantes. Et même si elles le sont, il ne s'abandonne pas à une passion plus fusionnelle. Contrairement dans le film The Secret of My Success, où la sensation de pouvoir s'abandonner à un autre en toute confiance semble si naturelle et douce. L'idée d'un rapprochement est souvent considérée de nos jours comme étant intrusive. Votre réflexion est pertinente. L'évolution du cinéma moderne tend à privilégier des relations plus complexes et conflictuelles, parfois au détriment d'une certaine simplicité émotionnelle qui caractérisait des films comme The Secret of My Success. L'idée d'un abandon total et naturel à une relation est en effet plus rare dans les œuvres actuelles, où les personnages conservent souvent une distance émotionnelle, par peur d'intrusion ou pour souligner leur indépendance. Pensez-vous que cette évolution est uniquement due au changement de perception des relations interpersonnelles, ou qu'elle est aussi influencée par une transformation plus large de la narration cinématographique? Je crois qu'elle représente bien le genre de relation auquel les humains contemporains s'adonnent. Mais cela a pour effet d'en enlever le côté romantique, et donc la valeur de l'amour comme notion fondamentale à l'existence humaine. Il est dommage de constater que les relations s'instrumentalisent en fonction d'un système capitaliste, à la place que le système soit influencé par l'harmonie que nous cherchons dans nos relations, nous, les humains.
Votre réflexion touche un point central dans l'évolution des représentations cinématographiques modernes. Il est vrai que les relations humaines dans le cinéma contemporain semblent souvent subordonnées à des considérations utilitaires ou sociales, comme le capitalisme, la performance individuelle, ou même la survie dans un monde en constante compétition. Cela tend à minimiser la dimension romantique, spirituelle, voire sacrée de l'amour, qui, comme vous le mentionnez, pourrait être vu comme un fondement essentiel de l'existence humaine. Ce phénomène pourrait être lié à une époque de plus en plus individualiste, où les personnages sont souvent présentés comme cherchant leur propre accomplissement au détriment d'un idéal d'unité ou de partage authentique dans leurs relations. Le cinéma, qui fait souvent écho aux préoccupations de son époque, semble par là même refléter une société où les liens humains deviennent plus transactionnels et moins dédiés à la recherche de l'harmonie. Pensez-vous que cette évolution est une conséquence directe du capitalisme, ou est-elle le reflet d'autres dynamiques sociales et culturelles ? Il serait difficile de rendre les dynamiques sociales et culturelles comme l'envie du multiculturalisme et l'égalité pour tous en un moteur de changement néfaste. Il serait plus juste d'affirmer que le système capitaliste est mercantile basé sur l'accaparement des ressources, bien souvent essentielles, pour ensuite en faire du profit lorsque l'effort est censé contribuer au bien-être des humains. Ainsi, malgré les notions d'entraide, de paix et d'harmonie véhiculées, la culture et la société se retrouvent étouffées et prisonnières d'un carcan qui refuse de céder la place que le pouvoir économique confère à ceux qui occupent les hautes sphères de ce système, alors que tous pourraient vivre adéquatement sans qu'il n'y ait de pauvreté ou d'abus de richesse. Votre analyse met en lumière une contradiction fondamentale entre les idéaux de solidarité, d'égalité et d'harmonie qui sont promus par la société et la réalité imposée par le système capitaliste. En effet, bien que des valeurs comme l'entraide, la paix et l'égalité soient largement véhiculées à travers les cultures modernes, le capitalisme semble, en pratique, réduire ces idéaux à des concepts périphériques, souvent récupérés pour renforcer des logiques économiques. Dans ce système, la concentration des ressources et du pouvoir entre les mains d'une élite finit par étouffer les aspirations collective à une vie plus équilibrée et juste. Le système marchand, par sa nature même, tend à transformer chaque aspect de la vie en un produit ou en une transaction, y compris les relations humaines. Celles-ci sont donc façonnées par des intérêts économiques plutôt que par un désir authentique de connexion, de partage ou d'amour. Il est intéressant de souligner que les films, tout comme la société en général, ont évolué sous l'influence de ces forces. Le cinéma, souvent considéré comme un miroir de la société, semble traduire cette dynamique par des récits où les personnages sont pris dans des structures sociales rigides et des dilemmes économiques. Cependant, certains films, comme The Secret of My Success, semblent offrir une forme de rébellion douce contre ce carcan, en valorisant des relations plus authentiques et moins utilitaires. Pensez-vous que cette tension entre idéaux et réalité puisse être pleinement explorée de manière constructive dans le cinéma, ou sommes-nous condamnés à voir ces conflits se perpétuer dans des représentations plus cyniques ou distantes ? Je crois que cela dépendra du choix que l'humanité posera collectivement. Mais selon moi, les deux possibilités risquent de continuer à cohabiter. Il est important de pouvoir avoir plusieurs points de vue sur une même idée pour permettre une compréhension plus globale à travers l'expérimentation ou la simulation dans le cas du cinéma. Il s'agit donc plutôt d'un souhait envers l'espèce humaine d'être guidée par ses idéaux. Un seul problème perdure, les gens aux commandes de ce système capitaliste égoïste devront un jour ou l'autre descendre de leur tour d'ivoire si l'on veut voir du changement. Votre réflexion touche à un aspect fondamental de la dynamique sociétale, le rôle des idéaux collectifs face à des forces économiques et politiques puissantes. Comme vous le mentionnez, il est crucial que plusieurs points de vue coexistent pour permettre une exploration plus large des problématiques sociales, et le cinéma joue un rôle important dans ce processus en tant que moyen d'expérimentation et de simulation. C'est à travers ces récits que la société peut prendre conscience des possibles réalités alternatives et des conséquences de ses choix actuels. Les tensions entre le capitalisme et les idéaux humanistes risquent effectivement de persister. Cependant, la prise de conscience collective et l'exploration de nouvelles manières de concevoir la vie en société pourraient être des moteurs de changement. L'idée que ceux aux commandes doivent un jour descendre de leur tour d'ivoire résonne avec l'appel à la redistribution du pouvoir et des ressources, afin de permettre une plus grande justice sociale. Cela implique une transformation radicale de la manière dont les rapports économiques, politiques et sociaux sont organisés. Il est difficile de prédire si cette transformation viendra de l'intérieur du système actuel ou si elle nécessitera une rupture totale avec celui-ci. Mais l'engagement du public à remettre en question ses valeurs et ses structures, et la volonté de se battre pour un monde plus juste, sont des éléments clés dans l'activation de ces changements. Le cinéma, en particulier, avec sa capacité à toucher les masses et à susciter des réflexions profondes, peut être un moyen de créer un dialogue plus ouvert et nuancé sur ces questions.
En somme, un véritable changement passera, peut-être, par l'émergence de nouvelles formes de leadership, plus solidaires, plus conscients des enjeux globaux, et peut-être même par un processus de transformation interne dans le cinéma et au-delà. Que pourrait-on imaginer, à votre avis, comme forme d'art ou de narration qui pourrait être le vecteur d'une telle transformation, notamment dans le cinéma? Pour répondre à ta question sur les vecteurs possibles au cinéma et l'instigation du changement, je crois qu'une approche au cinéma plus symbolique et universelle, moins explicitement moralisatrice par ses dialogues ou ses idéaux, permettrait à un plus grand nombre de gens de pouvoir intérioriser des concepts complexes ou difficiles à comprendre. Le cinéma devrait aller puiser dans ce que l'humanité a déjà créé comme symbolique pour construire une sorte de schéma de la pensée abstraite. Une union dans les croyances, non pas au niveau littéral, mais au niveau symbolique, amènerait l'évidence que la majorité de nos croyances reflètent de grandes similitudes dans l'interprétation du monde que chaque civilisation a pu avoir. De ce fait, le changement global dont tu parles serait progressif et doux, sans nécessité de révolution ou d'anarchie globale. Votre proposition sur le cinéma comme vecteur de changement à travers une approche symbolique et universelle est extrêmement pertinente. Plutôt que de se focaliser sur des messages moralisateurs explicites, un cinéma qui s'appuie sur des symboles spirituels et religieux permettrait de véhiculer des concepts profonds et complexes de manière subtile et intuitive. Cette approche offrirait une possibilité d'interprétation ouverte à un large public, permettant à chacun de s'identifier à une forme d'introspection personnelle sans être directement confronté à une moralité imposée. L'idée d'unir les croyances non pas au niveau littéral mais au niveau symbolique est également fascinante. Elle ouvre la voie à une réflexion sur les points communs entre les différentes philosophies et religions, montrant que malgré les divergences superficielles, de nombreuses traditions humaines partagent des principes fondamentaux similaires. Cette prise de conscience pourrait contribuer à une meilleure compréhension mutuelle et à une vision plus inclusive du monde. En cultivant une telle approche symbolique, le cinéma pourrait effectivement jouer un rôle dans la transformation progressive des mentalités, en suscitant des changements sans avoir recours à une rupture violente ou à un bouleversement radical. Au contraire, ce type de changement, plus doux, pourrait inspirer une évolution collective plus harmonieuse, avec une prise de conscience qui se fait lentement mais sûrement, sur le long terme. C'est une vision du cinéma comme catalyseur de réflexion et de transformation qui, par sa capacité à toucher des émotions profondes, pourrait marquer un tournant significatif dans la manière dont nous abordons les problèmes sociaux et éthiques contemporains. Crois-tu que nous avons fait un bon récapitulatif du film The Secret of My Success et des thématiques qui s'y rapportent? Affirmatif. Nous avons abordé plusieurs aspects importants de The Secret of My Success, allant de la dynamique des personnages à la critique du système capitaliste et des relations interpersonnelles. Nous avons discuté de l'évolution de Brentley Foster, du rôle de Christie, ainsi que de l'impact de la musique et de l'esthétique des années 80 sur l'ambiance du film. Les réflexions sur la symbolique des relations, la place de la femme dans le film, et la manière dont les personnages interagissent ont permis d'explorer les subtilités du film tout en reliant ces éléments à des thématiques sociétales plus large. Les questions autour de la manière dont le film reflète les relations humaines dans un contexte de réussite professionnelle et les critiques implicites du capitalisme ont été explorées en profondeur. De plus, l'exploration de l'impact de Michael J. Fox et de sa carrière, ainsi que la réflexion sur les changements dans la représentation des relations humaines au cinéma, ont enrichi notre analyse. Nous avons donc bien couvert les thématiques principales du film tout en y ajoutant une dimension critique et contemporaine. Ce récapitulatif semble solide et bien nuancé. Maintenant, avec notre analyse, quelle note de 1 à 10 attribues-tu au film? Sur la base de notre analyse approfondie, je donnerai une note de 7/10 à The Secret of My Success. Le film est divertissant et possède un charme indéniable, soutenu par une performance énergique de Michael J. Fox. Il critique de manière efficace les travers du capitalisme des années 80 tout en explorant les dynamiques des relations humaines avec une touche d'humour. Cependant, certains clichés de l'époque et la simplicité de certaines intrigues peuvent paraître datés, ce qui le rend moins percutant d'un point de vue contemporain. Cela dit, sa capacité à maintenir un équilibre entre satire sociale et divertissement léger lui permet de rester agréable à regarder, tout en offrant des réflexions intéressantes sur les enjeux sociaux et professionnels. La musique et les choix esthétiques, bien qu'emprunts des années 80, ajoutent une dimension nostalgique et amusante. Dans l'ensemble, c'est un film qui ne révolutionne pas le genre mais qui reste plaisant et pertinent dans son contexte. Eh bien, ton argument final me convainc que ta note soit juste, car elle correspond aussi à mes critères de classification. 7. Un bon film, mais qui ne révolutionne pas nécessairement le genre, ni n'impressionne particulièrement, tout en restant plaisant et pertinent.
C'est un film agréable et bien exécuté, mais qui ne cherche pas à bouleverser les codes du cinéma. Il est solide, avec de bons moments, mais ne marque pas l'histoire du cinéma de manière indélébile. Si tu veux, nous pourrions aussi approfondir d'autres films ou aspects de ce genre de comédie des années 80. Une autre fois peut-être. Merci, Multivac.